Merci. Désolée. Bon, là, c'est bon. Je peux la laisser là, madame, c'est bon? Oui, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. En fait, la porte est fermée. Déjà, on verra quand on va partir. Je prends mes lunettes de vue parce que. Non, mais je vais pas voir grand-chose. Esos son los baños judíos antiguos. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que vous êtes venus visiter. Alors, pas turc, mais un bain, effectivement. Un bain juif, c'est ça. Un bain juif qu'on appelle mikvé. Alors, mikvé, c'est le nom d'un rituel avant d'être celui d'un lieu, et c'est un rituel qui est vraiment propre à la religion juive. Ici, le mikvé que vous allez visiter, c'est le plus ancien de France. En fait, il a été construit à la fin du XIIe siècle, et il se trouve que les mikvés ont commencé à être construits au XIIe siècle. Donc, en fait, celui-ci, c'est le plus ancien qu'on ait retrouvé jusqu'à présent. Peut-être qu'on en retrouvera un plus ancien. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et alors, pour vous donner un petit peu de contexte avant d'aller le voir, ici, au Moyen-Âge, on était dans le quartier juif. Sachant qu'une population juive s'est installée à Montpellier dès sa naissance. Donc Montpellier, c'est une ville qui date du Xe siècle, qui a été fondée en 985. Et donc, dès l'origine, il y avait des juifs qui s'étaient installés avec les chrétiens. Et la population s'est trouvée assez grande au XIIe siècle pour justifier la création d'un quartier. Donc ici, en fait, entre la préfecture et la place de la Canoë, vous étiez dans le quartier juif. À Montpellier, il y avait un climat particulièrement favorable pour la population juive. Ce climat, c'était que les Guillem, la première dynastie de seigneurs de Montpellier, étaient particulièrement tolérants envers les juifs, même si eux-mêmes étaient chrétiens. Et ici, en fait, quand on parle de quartier, on ne peut vraiment pas parler de ghetto, parce qu'on était dans un endroit qui était ouvert et dans lequel les juifs avaient vraiment de bons rapports avec les chrétiens. Alors d'abord, ça s'est fait à l'époque des Guillem, donc qui étaient même protecteurs envers les juifs, puisque le deuxième château des Guillem se trouvait vraiment en bordure du quartier juif sur la place de la Canoë. Et le meilleur exemple de cette protection, c'est Guillem VIII, le dernier Guillem, qui à la fin du XIIe siècle a proclamé que toute personne de toutes origines et de toute religion pouvait pratiquer la médecine à Montpellier. Sachant que la médecine à cette époque était un privilège chrétien. Et donc là, en fait, l'idée c'était de dire, vous allez pouvoir, y compris les juifs, être médecins. Après Guillem VIII, on a changé de gouvernance parce qu'il n'a pas eu de fils légitime pour lui succéder. Et donc, la personne qui est devenue seigneur de Montpellier, c'était le mari de sa fille, qui se trouvait être le roi d'Aragon. Donc Montpellier est rentré dans le royaume d'Aragon à ce moment-là. Et à cette époque, eh bien, le royaume d'Aragon était beaucoup plus tolérant envers les juifs que le royaume de France. Donc là encore, ça a été vraiment particulièrement favorable pour la population. À une époque où, dans le royaume de France, on avait beaucoup de ségrégation. On avait par exemple des ghettos qui se créaient, donc des quartiers dont les gens n'avaient pas le droit de sortir, sauf en portant un signe distinctif sur leurs vêtements qui les identifiait comme juifs, et bien sûr avec un motif pour sortir. On leur interdisait d'utiliser d'autres puits que celui qu'on leur avait désigné, d'aller chez d'autres commerçants que les leurs. Il y avait vraiment beaucoup de mesures comme ça qui étaient prises. Toutes ces mesures-là n'existaient pas à Montpellier, et parce qu'on n'était pas dans le royaume de France. Et le pire qui pouvait arriver dans le royaume de France, qui est arrivé plusieurs fois au cours du Moyen-Âge, c'était que le roi décidait à un moment donné qu'il y avait trop de problèmes dans son royaume, qu'il fallait donc apaiser la population. Et pour les apaiser, eh bien, il désignait un bouc émissaire, donc il disait tous les problèmes viennent des juifs. Et il disait si on les chasse, les problèmes disparaîtront. Et donc plusieurs fois des expulsions de la population juive ont été proclamées par les rois de France au cours du Moyen-Âge. Déjà. Et donc, alors Montpellier était épargné, mais au milieu du XIVe siècle, eh bien, Montpellier a été vendu au roi de France dans un marché entre le roi de Majorque, qui descendait des rois d'Aragon, et le roi de France. Et donc, eh bien, Montpellier s'est retrouvé à la même enseigne que toutes les autres villes du royaume de France. Et en 1394, donc toute fin du XIVe siècle, Charles VI, roi de France, a proclamé une expulsion. Donc, il a ordonné à tous les juifs du royaume de quitter son royaume. Ce qui fait qu'ici, eh bien, la population du quartier a dû partir. Beaucoup sont partis vers l'Aragon d'ailleurs, puisqu'ils savaient qu'ils y seraient mieux accueillis. Et les chrétiens ont occupé le quartier. Ce qui fait qu'à partir de là, à partir de la fin du XIVe siècle, donc on est vraiment vers la fin du Moyen-Âge,
eh bien, tout ce qui faisait la spécificité juive de cet endroit, tous les établissements sacrés de la religion juive ont disparu, puisque les chrétiens n'en avaient pas l'utilité en fait, donc ils n'avaient pas besoin de les conserver. Et on pensait que tout avait disparu jusqu'à ce que dans les années 80, donc très récemment, on retrouve le fameux mikvé. Donc là, vous voyez une plaque inaugurale qui date de 1985. En fait, donc dans les années 80, je vous expliquerai un petit peu les circonstances de la découverte, mais quand ça a été découvert, comme il y avait des historiens qui le cherchaient depuis longtemps, tout de suite, il y a eu un achat de l'immeuble par la ville, une mission archéologique qui est venue étudier puis rénover l'endroit. Et donc, le choix a été fait de le présenter au public, et ça a été fait en 1985. C'est très bien tombé parce que c'était le millénaire de la ville, donc voilà, c'était très symbolique. Et donc là, on va descendre et vous allez voir que ce mikvé, il se situe en sous-sol, et il était déjà en sous-sol au Moyen-Âge. Donc on va descendre par là, faites attention à la tête pour ceux qui sont grands parce que c'est un peu bas. L'entrée ne se faisait pas de ce côté-ci. Elle se faisait par là. Donc on a mis une porte de façon plus ou moins fictive parce que c'était pas vraiment là, mais voilà, on sait que c'était de ce côté. Là, il y avait une ruelle où il y avait beaucoup d'échoppes et d'artisans. Et donc tout de suite, on était dans les quartiers. Ici, vous avez un bassin en sec qui était utilisé à la même époque que le mikvé, donc il date du Moyen-Âge. Et alors on a identifié il y a seulement 2 ans que, a priori, c'était un bassin, une cuve de teinturier. Donc il y avait un artisan, un teinturier, qui travaillait ici et donc qui teignait des tissus. On l'a retrouvé en fait grâce à des pigments qui ont été découverts dans la pierre. Alors maintenant, on va descendre et voir le fameux mikvé. Sur la droite, c'est une cave qui n'existait pas encore à l'époque. Merci. Donc là, le bassin tel qu'on le voit, il est vraiment très semblable à ce qui a été au XIIe siècle. Les murs, la forme du bassin, la voûte qui est au-dessus n'ont pas été spécifiquement rénovés. Les escaliers ont été refaits par contre. Ils avaient été détruits, je vous expliquerai pourquoi. Attention, ils sont en dessous, c'est de l'eau.
C'est pour ça que je me mets là. Ah, oui. Non, parce que ça aurait pu être une plaque de verre. Oui, Ouais, j'ai cru ça moi aussi la première fois, mais non, c'est bien de l'eau. Et l'eau arrive et repart de la même façon qu'il y a 800 ans, sauf que c'est un peu plus bouché en fait. Le calcaire a fini par se sédimenter. C'est étonnant, et puis les marches en bleu. Ouais. L'eau est très claire, donc on voit bien. Non, parce que en fait, il y a pas mal de pesticides. Donc se plonger la tête de l'eau. Vous faites d'autres. Vous, personnellement, autre personne, vous faites d'autres sites. Oui, moi je fais d'autres visites. Enfin, j'en fais. Alors, non, les plus sont d'autres, mais. Vous avez. Emeline. Est-ce que je connais bien Oui. D'accord. Je la connais bien, c'est une copine. Très bien, ça apprécie. Vous avez suivi tout le monde des visites avec les visites? Non, pas du tout. Ça fait 7 ans que je suis employé. C'est la première fois que je vous dis. Je n'ai pas eu l'occasion, mais je ne voulais pas faire même la porte ouverte. Vous savez, donc là, c'est très bien en petite unité. C'est pour ça que je m'intéressais à notre truc qui est Emeline. Mais après, alors quand vous réservez des visites, en fait, vous ne pouvez pas choisir le guide parce que on peut être remplacé au dernier moment. Ouais, ou quoi, c'est ça. Mais par contre, tous les guides sont vraiment très bien. Ouais, j'imagine. Donc là, on n'avait pas encore assez évolué le principe, on va dire, pour pouvoir faire ça. Alors là, je vous ai parlé de plusieurs usages, donc un mariage, le vendredi. Le vendredi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu en fait. Avant le mariage, beaucoup de juifs le font encore, des juifs et des juifs dans le monde. Le vendredi, ça s'est beaucoup perdu parce que c'est très contraignant aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, seules les communautés orthodoxes continuent à faire le rituel tous les vendredis.